Sexualité, ce roman, je l'ai écrit en italien, mais le personnage était un personnage qui ne voulait plus entendre parler d'italien pour une question psychologique, de peur de ses pulsions meurtrières. Hein, je parle de pulsions meurtrières. J'écris des romans de fiction, hein, je n'écris pas des romans autobiographiques. Et tout d'un coup, je me suis dit que ça serait intéressant de traduire en français. C'est là que j'ai décidé de m'inventer son français d'italophone qui fuyait son nom maternel. Et puis, en discutant avec mon éditeur et ma traductrice allemande, Jacqueline Merlet, on s'est dit, oui, mais il y a un autre personnage qui est censé penser et parler en allemand. OK, alors on va traduire en allemand le personnage en allemand. Et on a fait à la fois 3 livres séparés, ce qui n'est pas très queer, en fond, parce que chaque livre était dans une langue, et un livre où chaque personnage parlait sa langue. Comme chaque personnage prenait la parole dans des chapitres qui s'alternaient, c'était assez facile, on a mélangé les chapitres. Là aussi, c'est pas très queer non plus. Il n'y a pas une mixité des langues. Il y a Erika, le personnage de la compagne lesbienne de la sœur du protagoniste, qui fait des commentaires sur le rapport entre son frère et le frère et la sœur qui parlent en italien, en allemand, et puis il y a la sœur qui parle italien et le frère qui a décidé de passer au français. Il y a une certaine séparation des langues. Je reconnais assez peu comme queer cette démarche, même si à partir de ça, j'ai commencé à penser cette idée du queer in translation que j'ai plus ou moins, comment dire, validé, pas validé en fait, un peu théorisé par la suite avec le roman dont vous avez parlé au début, qui est Grisou, qui a été traduit après, qui s'appelle Sans Pou. Mais il faut dire que comme écrivain, j'ai été, je ne dis pas meurtri, ça serait vraiment trop dire. Je veux dire, il s'agit quand même de questions littéraires, même si ça nous touche au plus profond comme créateur, être humain, ce que vous voulez. Mais j'étais un tout petit peu troublé par le fait qu'une fois sorti, ce roman en 3 langues et 4 livres, c'est-à-dire les 3 versions linguistiques plus la version trilingue, a été reçu que pour ce qu'il était, c'est-à-dire une sorte d'expérience sur la langue, la traversée des langues. Et même, j'étais un peu troublé par le fait qu'aucun critique ne signale que ce n'était pas très queer de séparer les langues, parce que ce n'était pas très queer du tout. Et en fait, les critiques disaient, ah, c'est merveilleux, vous traversez les langues. Non, non, je ne traversais pas les langues. Il y avait plusieurs langues qui se faisaient face. Il y avait même une certaine violence dans la confrontation de ces langues. Et j'étais évidemment un peu troublé par le fait que le roman qui parle s'appelle Sexualité, qui a une citation parce qu'à l'intérieur de ce texte, il y a une danseuse qui met en scène une pièce sur Sarah Kane qui s'appelle Sexualité. Donc, ce n'est pas du tout un livre sur la sexualité, mais par contre, c'était un roman qui abordait le rapport entre le corps et la langue, entre le corps et le changement linguistique, entre le corps et l'identité, dans une perspective plutôt presque psychanalytique, qui vient de Didier Ancieux et de son idée du moi-peau, mais aussi en quelque sorte de Freud, hein, même si je ne suis pas du tout en freudien, vu tout le mal que Freud a pu écrire de certaines choses que je revendique en avance, hein, parce qu'il était en homme de 100 ans, dans la vieille de 100 ans, on ne va pas faire de la haute culture. Mais ça m'a quand même assez troublé que ce roman soit reçu comme le héros de, soi-disant, la vraie littérature suisse parce qu'il était en 3 langues. Et personne ne se pose vraiment des questions ni sur la langue, ni sur le contenu, sur les histoires que cela racontait. C'était un roman qui, pour moi, était assez fort, peut-être un peu bâclé. Maintenant, je le vois à 10 ans de distance, peut-être je me dis, je n'ai pas atteint cette singularité de ces personnages et cette voix particulière des personnages pour arriver à faire sentir cela au-delà de l'expérimentation linguistique. Mais depuis, je suis un peu tatillon sur cette histoire de la mixité linguistique, car j'ai un peu peur de tomber euh, dans cette façon un peu Gerasim Lucas de concevoir la littérature comme une expérimentation sur le magma linguistique et passer à côté, je ne dis pas de mon lecteur, parce que quand on écrit, oui, on peut bien se raconter qu'on écrit pour le lecteur, ben on écrit pour soi-même, mais de passer à côté de ce que je veux dire, parce que je veux dire des choses. Dire, pas intellectuellement, dire des choses humaines, sensibles, à peau, dans mes tripes. Et que cette question linguistique passe au premier plan, mais comme vous voyez, j'en fais tout en plat, j'en discute, j'ai toute une théorie là-dessus, ça m'a troublé, ça m'a créé quand même un petit problème en tant qu'artiste. Et c'est pour cela que je suis assez tatillon, je le fais de mélanger les langues. Mais pour moi, la question en ce moment, et c'est un moment biographique précis dans mon vécu et dans ma transition, comme diraient ceux qui changent de genre, entre le français et l'italien, de plutôt me dire
me poser la question, quelle langue je vais utiliser pour le prochain livre. Je sais pas, nouveau roman qui sera mon premier livre, qui est mon premier livre d'autofiction, parce que je pratique très peu l'autofiction, qui va chercher dans l'autofiction, donc dans une écriture qui n'est pas du tout autobiographique, l'histoire de mon grand-père. J'ai déjà écrit une première version, je l'ai écrit en français, pas parce que je me revendique quelqu'un qui peut écrire un roman en français ou parce que je me dis, oui, il faut que je l'écrive en français, mais parce que presque psychologiquement, hein, vraiment, en psychologie du comptoir, j'avais besoin, en tant qu'écrivain, d'avoir la distance que le français a par rapport à ce que je devais raconter, qui était en vécu plutôt en italien. Alors, ce n'est pas une distance absolue, c'est cette distance-là, à ce moment-là, à ce moment-ci de ma biographie, après la mort de ma mère, dans un moment précis, dans un lieu précis où j'écris. Je l'ai écrit à Montréal. Dans la façon même que j'ai de l'écrire. Je l'ai écrit sous forme épistolaire, par exemple, avec une amie à laquelle j'écrivais tous les jours, en m'obligeant à lui envoyer tous les jours un chapitre, par la peur de ne pas arriver à écrire le roman de mon grand-père, qui est le grand tabou familial. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en fait, c'est vraiment le grand silence familial, le truc dont personne ne parlait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, j'aborde ce roman en français, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ce que je vous ai raconté là, le français pour moi n'est pas une langue maternelle, mais quand même est une langue avec laquelle j'ai élaboré certaines choses. C'est une langue qui a une certaine distance, cette distance-là précise, avec ce que je veux raconter. Donc pour moi, après, les questions artistiques priment sur le reste pour éviter de devenir un écrivain pamphlétaire, ce qui pourrait être très intéressant, mais dans lequel je ne me reconnais pas. Par exemple, j'ai une énorme admiration pour le travail de Didier Ribon, pas pour ses élèves et son compagnon, mais pour Didier Ribon. Retour à Reims, qui est, selon moi, un roman et un texte de très grand intérêt, qui est une sorte de autobiographie inspirée des travaux de Bourdieu, parce que c'est un élève de Bourdieu, qui veut faire une autobiographie autosociologisante, qui devient aussi un roman familial, mais aussi le roman d'une trahison de classe, basée sur l'exclusion des Ribon, de sa famille, par rapport à son homosexualité. Je suis très fasciné par cette écriture-là, qui est à la lisière entre la sociologie, l'écriture pamphlétaire, le roman familial, des choses très belles qui me touchent beaucoup. Mais ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ce que j'ai choisi moi. Peut-être un jour, hein. Je ne nie pas qu'on est toujours ouvert à s'inventer des nouvelles façons d'écrire et de s'exprimer, mais ce n'est pas ma préoccupation fondamentale. C'est pour ça que justement, je pratique assez peu cette idée du mix entre les langues. D'accord, je vous remercie. J'aurais juste une dernière question. Après, peut-être on laissera un peu de place pour les éventuelles questions extérieures. C'est plutôt une question pour moi. Enfin, dans les cadres de mes recherches, en fait, sur les études auto-traductives, j'ai remarqué quand même que chez les autres traducteurs, il y a une tendance, ou plutôt une attention particulière accordée à l'autobiographie, biographie-autobiographie. Bon, je sais que vous ne pratiquez pas du tout ce type d'écriture pour l'instant, mais il y a une question qui... Excusez-moi. Oui, pas de C'est souci. Mais il y a quand même une question qui me vient à l'esprit par rapport aussi à cette fluidité linguistique. Enfin, si vous devriez écrire une autobiographie, déjà, dans quelle langue vous l'écriviez et de quelle manière exposerez-vous votre translinguisme? C'est une question difficile, là, quand même. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Si je devais, je n'ai pas encore décidé d'écrire une autobiographie. Des fois, j'en ai envie, mais pas parce que je pense que c'est intéressant que ma vie. En soi, je ne suis pas quelqu'un de pas plus égocentré que la moyenne, disons. On pense toujours que les écrivains sont très égocentriques, mais c'est assez limité, disons. Donc, je n'ai pas très envie de raconter ma vie, mais en effet, des fois, je me dis que, comme vous tous, je pense pas tous, hein, il y a les plus jeunes et des moins jeunes, on vit quand même une époque de transformation assez passionnante quand même, hein, et assez énorme, qui est une transformation de beaucoup de choses, des questions techniques, des questions de libération justement,
de libération de la parole, de libération de certaines minorités, et que moi-même, ayant 53 ans maintenant, j'ai traversé quand même une histoire sociale qui... On n'entend plus. Pierre Lepory, on ne vous entend plus. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon? Voilà. Il Oui. s'est désactivé tout seul. C'est la technique. Dès que je parle technique, la technique s'oppose. Donc, je disais, j'ai traversé en tant que jeune homosexuel provenant d'une province, comme je l'ai dit, une histoire très particulière. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une époque où j'étais en malade mental. Je ne vous dis pas ceux qui m'ont précédé, c'était encore pire, les pauvres, mais en fait, et j'ai traversé toute l'époque du SIDAction, de la libération de la parole homosexuelle, et jusqu'à en arriver à la question queer. Donc, au moment où ces questions se sont intersectionnalisées, on a pu commencer à dialoguer à travers justement les soumis, les exclus, etc. Et tout ça porte vraiment maintenant vers une intersectionnalité qui me paraît absolument fascinante, qui englobe aussi des questions d'écologie, de définition de la nature et de notre place dans le monde, de sortie de l'humanisme, au sens vitruvien du terme, etc. Et je me dis parfois que ce serait intéressant de raconter tout ça à travers ma pauvre petite vie qui a traversé tout ça avec une certaine conscience de classe, hein, d'appartenance et de minorité, etc. Et avec une capacité aussi de la thématiser, de la théoriser, etc. Mais je vous parle de tout ça parce que je n'ai aucune idée de quelle langue je choisirais pour l'écrire. Encore une fois, je pense que ça dépendrait du moment où je voudrais m'y mettre, de la distance que je voudrais prendre. Est-ce que je voudrais le faire avec une langue plus cartésienne comme le français? Je m'excuse pour les vrais francophones qui sont dans cette salle, même si elle n'est pas réelle. Le français est une langue extrêmement cartésienne, extrêmement conçue pour tenir. Hein, si vous faites des dissertations, vous avez des règles pour faire des dissertations. Alors pour nous, les Italiens, tout cela est absolument presque surréaliste. Les Italiens écrivent, oui, i temi, on écrivait, mais il n'y avait pas de règles. On ne devait pas faire A plus B plus C, puis la démonstration devait tenir du point de vue logique et linguistique, être soumis à ces règles, etc. Donc peut-être une autobiographie, ce serait plus facile pour moi en italien parce que c'est une langue un tout petit peu plus souple, j'ai l'impression, qui intègre plus facilement aussi l'étranger. J'avais donné un cours à l'école d'écriture de Bienne, parce que j'enseigne aussi à l'école de Bienne et à Berne aux jeunes écrivains. Je suis un très mauvais enseignant, donc en fait, je donne parfois des cours, mais très peu. En général, je fais des mentorats. J'avais donné un cours sur la question justement des écrivains qui changeaient de langue. Et on avait travaillé surtout sur les écrivains qui changeaient de langue vers le français. Et je m'étais rendu compte qu'une bonne partie des écrivains qui passaient vers le français, des Bianchotti, comment s'appelle l'autre espagnol, je l'ai oublié, mais bon, il y en a tout plein, hein, Sioran, Beckett, vous les connaissez tous, Kundera, etc., avait la tendance à aller vers un français plus papiste que le pape, comme on dirait en Italie. C'est-à-dire d'essayer, Sioran passe même plusieurs années en silence avant d'acquérir les rudiments et la force en français parfait, avant d'oser écrire en français, au lieu de se lancer, comme j'ai fait moi modestement, dans un français qui était peut-être un tout petit peu plus branlant, peut-être un tout petit peu plus hésitant, mais qui peut-être offrait des possibilités, des formules, des contaminations qui étaient tout à fait intéressantes. Le français, autre cas, Nancy Houston, etc., a tendance un peu à bouffer les écrivains qui viennent d'une autre culture. Alors, ça, c'est ma lecture de la situation. Peut-être, vous pouvez me contredire absolument, je suis tout à fait ouvert à cette chose, mais je pense que l'italien est moins, regardons de ce côté-là, l'italien a connu d'autres... Alors, le français a connu aussi des cas d'écrivains comme Colobert, qui était francophone, écrivait son français bizarre, ou le fameux cas de Louis Wolfson, peut-être vous connaissez, le fameux Oui. le schizo et Le les schizo et langues. la langue, oui. Voilà. Ça existe en français, hein. Il y a Gerasim Lucas, etc. Lucas, il y en a. Mais quand même, j'ai l'impression que le français est moins souple de ce point de vue. Donc, peut-être, si je peux esquisser une réponse, je pense que j'écrivais une telle autobiographie en italien, mais je ne suis pas sûr que je l'écrirais. Il y a encore le doute
que peut-être, non, j'oserais jamais oser écrire. Parce que justement, j'ai un vrai plaisir aussi pour l'écriture romanesque et théâtrale. Bien sûr, la poésie est plus proche du vécu. On est bien d'accord, c'est souvent comme ça. Je n'écris pas de la poésie descriptive. Par ailleurs, je fais de moins en moins de poésie. Mais j'aime bien le romanesque, j'aime bien les personnages, j'aime bien les personnages de théâtre. Mon dernier spectacle était justement sur Saint-Tropez-Nage, en effet, un personnage de théâtre. Ça m'intéresse beaucoup, la question des personnages. Ça m'intéresse plus que me mettre en scène moi-même, sauf, comme je vous l'ai dit, dans ce nouveau roman sur mon grand-père, parce qu'il y a une question éthique de l'écriture qui fait que je dois à je ne sais pas qui, à ma mère peut-être, l'histoire de mon grand-père. Mais sinon, je ne sais pas si j'ai perdu complètement le fil de votre question, mais Non, je pense que je n'ai pas de c'est- réponse, surtout. Mhm. Écoutez, Pierre Lipoli, je vous remercie. Voilà, et je pense que vu qu'il nous reste une quarantaine de minutes à peu près, peut-être on laisse la parole au public pour des questions. Entre-temps, je vais vous mettre sur le chat le lien vers le site de Pierre Lipoli pour que vous puissiez un petit peu jeter un coup d'œil, vous intéresser éventuellement même au roman qu'il a écrit. Maintenant, il faut que quelqu'un ose poser une question. Je ne suis pas méchant, comme vous voyez. Alors, vous pouvez lever la main, enfin, les personnes qui auraient des questions, vous pouvez lever la main, prendre la parole. Je suscite aucune question. Je ne suscite aucune question. Si, on a... Ah, il y a quelqu'un. on en Elisa a, on a en levé a. la main. Voilà. Oui. Peut-être Metka Zupanchik, on vous écoute. Voilà, bonjour et merci de me donner la parole et surtout merci Pierre pour toute cette réflexion qui me touche à beaucoup d'égards. J'ai beaucoup apprécié la fluidité dont vous parliez. Enfin, moi j'ai vécu aux États-Unis, donc c'est in between, enfin entre deux linguistiques, identitaires. Hier encore, moi je suis en Slovénie maintenant, donc je suis slovène ayant travaillé aux États-Unis et au Canada. Donc, en français, avec bien sûr des cours en anglais, avec une extension vers d'autres langues. Donc, ayant grandi à la frontière avec l'Italie, donc je partage parfaitement cette idée qu'on n'est pas bilingue, on n'est jamais bilingue. À mon avis, on est plurilingue, on est exposé à la langue des autres, déjà des parents ou de la parenté qui nous parlent d'après leur propre perception de ce qui est la langue. Et, et je pensais surtout, je vous dis, vous m'avez touché à beaucoup d'égards, c'est que, bon, on prépare justement une séance à la Société européenne de littérature comparée à Rome en septembre sur cette pluralité et dans les langues. Je travaille sur Sixou à ce sujet. Elle est complètement dans la même foulée, si vous voulez. Et j'ai vu avant-hier justement le retour à Reims qui m'a énormément sollicité. Et, je parlais, enfin j'enseigne un tout petit peu à une petite université dans le littoral slovène. Et ma collègue m'a demandé quelle est mon identité. Et j'ai dit, ben, j'en ai pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité. Mais elle me dit, mais tu es beaucoup plus proche de la Méditerranée ou tu te vois plus américaine? Je dis, ben non, je ne me vois pas américaine. Je suis très contente d'être dans la région méditerranéenne, mais de là à dire que j'ai une identité fixe. Donc, je pense que toute personne qui a été élevée, qui a grandi dans ce plurilinguisme, va probablement adhérer à ce que vous nous proposez. Et pour Vanessa, si vous regardez la sortie du prochain numéro de Complete, littérature comparée de la Société européenne,
il y a un compte-rendu sur le livre de Matthew Reynolds, The Prismatic Translation, parce que son ouvrage collectif a été un des 4 finalistes pour le prix d'excellence de la société. Et donc, je vous indique que si jamais vous faites des travaux collectifs et il faudra que quelqu'un devienne membre de la société, vous pourrez concourir pour le prix. Et là aussi, c'est cette pluralité qui est mise en avant. Bon, c'était plus des commentaires, une réaction qu'une question, mais merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je n'étais pas au courant. Et je vais peut-être aussi jeter un coup d'œil aux travaux de la Société de littérature comparée de Rome que vous avez mentionné. Ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. Il y avait une autre question de la part de Monsieur Kofi. Vous avez la main levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Vous allez apparaître. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour ce séminaire. Je vous suis depuis le début. Et avant de poser une question, je voulais quand même me plonger dans l'imaginaire, j'allais dire, africain. Je voudrais prendre l'exemple d'un enfant qui a grandi avec ses parents. Mais cet enfant a 2 pères qui sont issus de cultures différentes, qui parlent 2 langues différentes, je veux dire. Mais cet enfant va grandir dans un autre univers culturel et il va parler une autre langue qui n'a rien à voir avec et la langue du père et la langue du mère. Du coup, comment penser dans j'allais dire, dans son univers culturel pour parler dans une autre langue qui est différente, n'est-ce pas, de sa langue source? Ça, c'est la première préoccupation. En ce qui concerne vous avez parlé de l'auto-traduction. Est-ce que dans ce mouvement-là, il n'y a pas aussi d'autocensure lorsqu'on essaie de traduire? C'est véritablement la préoccupation. Et je voulais poser une autre question, mais je m'arrête là pour le moment. Voilà. Merci. Alors, merci à vous. Bon, la question sur le gamin qui grandit dans une double culture, il y a eu une longue histoire de la discussion sur les enfants bilingues, plongés aussi dans un univers linguistique différent, et des travaux de linguistes qui ont été faits là-dessus. En fait, donc ce n'est pas mon métier, évidemment, mais en général, ce qui ressort de ces travaux, alors il y a jusqu'à une cinquantaine d'années, on disait, même moi, j'ai grandi avec des parents qui pensaient qu'il ne fallait pas me parler dialecte parce que ça pouvait perturber presque mon monolinguisme, c'est-à-dire mes aptitudes linguistiques. Et en fait, il s'avère, dans tous les travaux scientifiques qui ont été portés, qui ont été continués, au-delà des questions de migrance et donc de trauma, etc., hein, puisqu'on ne parle que de langue dans ce cas-là, que les enfants qui grandissent dans des contextes bilingues et plus, c'est-à-dire bilingues peut-être dans la famille, mais avec un autre contexte, ils gagnent une souplesse mentale, ils gagnent une capacité d'apprendre d'autres langues, ils gagnent une grande culture, une grande aptitude aussi à la rencontre, au dialogue. Alors c'est peut-être un peu utopiste, peut-être un peu des linguistes qui ont de l'utopie là-dedans, mais je pense que je vois pas pourquoi, étant donné la plasticité du cerveau humain, exercer cette plasticité dès le plus jeune âge en étant plongé même dans des questions de singularité, c'est-à-dire comment je me singularise en tant qu'être humain, quelle langue j'oppose à ma mère, à mon père, quelle langue j'oppose aux autres, etc. C'est que de l'enrichissement de notre capacité à penser, de notre capacité à vivre. Mais je parle d'une manière totalement théorique. Sur la question de l'autotraduction, oui, de l'autocensure, pourquoi pas. C'est assez drôle, c'est comme question, je trouve que c'est assez intéressant. Après, ben voilà, l'autotraduction, je ne sais pas si on a pu remarquer que dans mes autotraductions en français, c'était plutôt l'inverse qui se produisait. C'est-à-dire, étant donné, et ça c'est une théorie qui est portée par Nancy Houston, que je trouve assez juste, étant donné que quand une langue n'est pas la langue de notre enfance, les mots qui sont interdits dans cette langue nous font moins peur parce que jurer dans une langue qui n'est pas la nôtre est moins grave pour l'enfant qui vit toujours en nous que jurer dans notre propre langue d'enfance. Je ne pense pas de langue maternelle, parce que déjà,
cette division entre maternelle et le patriarcat, etc., me gêne un peu. Mais disons, la langue de l'enfance. Mais on a pu remarquer dans les autres traductions que j'ai fait de mes romans, j'ai pratiquement publié mes 4 romans en double version, italien et français. On a pu remarquer que j'avais un langage plus, en italien on dirait sboccato, c'est-à-dire j'osais être un tout petit peu plus vulgaire, un tout petit peu plus trivial dans l'usage de la langue française, donc moi censuré en quelque sorte, ce qui voudrait peut-être dire que le passage vers le français me permet de me décensurer, de m'enlever des tabous, de choses que je n'oserais pas dire en italien. Mais tout ça est très théorique parce que les personnes qui lisent ça ont aussi leur vécu linguistique, donc projettent sur la lecture qu'ils font le fait, par exemple, qu'entre l'italien et le français, il y a une vraie difficulté majeure que tous les traducteurs de l'italien au français connaissent, c'est que l'italien connaît des changements brusques de registre que le français n'accepte pas. Le changement de registre, la trivialité au milieu d'une phrase bien façonnée est préoccupant pour l'esprit français, pour l'esprit de clarté français, alors que pour l'italien, elle ne l'est pas. Et je pense que c'est double action du fait que je me censure moi en français et que j'ai derrière moi l'italien qui est plus libre dans le passage des registres à travers les dialectes, avec la trivialité, etc., fait que la lecture de mes romans en français, des fois, puisse laisser penser que je suis beaucoup moins censuré en français qu'en italien. Au fond, j'en sais rien, parce que je ne passe pas mon temps à me relire. En général, quelquefois, je dois faire des lectures publiques, en fait, comme tout le monde, comme tous les écrivains, donc je suis un peu forcé de lire quelques pages. Quoique, en Italie, on vous demande très peu de lire, en général. On vous met à côté de vous un spécialiste qui prend 3/4 d'heure pour vous présenter, et puis on a 3 questions, et puis c'est fini. Donc, on vous laisse peu lire. En France, il y a un peu plus de traduction lecture. En Allemagne, par exemple, ils veulent que vous lisez, point, c'est tout, vous ne faites pas de commentaires. Donc, c'est des traditions un peu différentes, mais je ne passe pas le temps à me relire. Et donc, quand les gens ont des remarques sur les différences entre mon français et mon italien, je laisse dire, même avec Marie-Christine Julien, que j'aime beaucoup, qui écrit des articles qu'on évoquait au début avec Lélia, qui a écrit des articles très beaux, mais aussi d'autres, surtout les jeunes étudiants qui écrivent des travaux de master, etc., sur les différences, c'est surtout des linguistes, entre la version italienne et française de mes livres. Je laisse un peu faire parce que ça me dépasse un peu. Souvent, j'ai reçu des étudiants qui faisaient un travail justement translinguistique et qui analysaient les moindres faits et gestes de mes traductions en disant « Ah, mais là, vous avez utilisé ce mot et là, vous avez coupé cette phrase, etc. » Franchement, même… Alors, quand je m'auto-traduis, je ne suis pas un vrai traducteur, je suis quelqu'un qui réécrit dans une autre langue mon propre texte. Je ne vais pas regarder de si près et je n'analyse pas chaque mot que j'écris, sinon j'écrirais très mal. Ce ne serait pas de la bonne littérature. Alors, ça, c'est mon idée, hein, on peut penser autrement, mais je ne me contrôle pas trop, sinon ça serait… Même, j'ai une technique pour ça. Pour tout vous dire, en général, j'arrive à une certaine maturité du texte en italien ou en français, en général en italien, quand c'est des romans. Quand je suis assez tranquille, je me dis, OK, le texte, pour moi, ne va pas bouger beaucoup à partir de ce moment-là. Ce qui ne veut rien dire, peut-être qu'il va encore bouger. Je commence la traduction et je le traduis dans le premier jet, très simplement, en traduisant, tout simplement. Après, chaque roman prend sa route, qui est une route aussi éditoriale, donc de rencontre avec les éditeurs, qui sont différents, qui ont des attitudes différentes. J'ai toujours eu à cœur d'avoir des éditeurs qui sont des petits éditeurs, mais qui ont un vrai lectorat. Donc, j'ai toujours des lectrices, surtout, qui analysent et qui passent au peigne fin mes écrits. En français, d'autant plus que, étant pas ma langue maternelle, on peut me dire, mais ça, en français, on ne le dirait pas comme ça. Et puis, à moi de voir si je veux garder le scarto, le petit écart, ou si je veux entrer dans la langue française. Et en italien, j'ai une lectrice qui me fait toujours, me donne toujours des mots de tête pendant des semaines entières, parce que c'est la traductrice italienne de Thomas Bernhardt, qui est l'auteur le plus merveilleux, mais aussi plus dur sur l'écriture qu'on connaisse. Elle a traduit pratiquement toute sa œuvre en italien, presque toute sa œuvre en italien. Donc elle est très dure avec mes manuscrits, et moi, comme vous avez pu constater, je suis quelqu'un d'assez
dire, un peu baroque, hein, un peu queer aussi, dans le sens un peu froufrou, des fois. Et donc, je travaille avec une lectrice qui me censure un peu des fois et avec laquelle je dois lutter, mais j'adore ça. C'est vraiment une lutte au dernier sang sur, je me souviens des fois sur un mot, le mot impolmonito qui vient de Primo Levi. Elle voulait absolument pas me laisser mettre parce qu'il y a une seule occurrence du mot impolmonito qui vient du monde de la peinture, du vernis, parce que Primo Levi était un chimiste. Et il n'y a qu'une occurrence. Et moi, je voulais absolument utiliser ce mot, elle ne voulait pas, etc. Donc, il y a des luttes. Tout ça pour vous dire que chaque manuscrit part après dans son monde linguistique, avec des rencontres, avec les éditeurs, etc. Et peut changer beaucoup. Et après, il y a une autre question, et puis après, je termine, sinon je ne laisse pas la place à vos questions. C'est aussi que des fois, je ne traduis pas tout de suite. Alors, récemment, j'ai commencé à traduire assez vite mes romans directement en français, mais c'est aussi pour une contrainte éditoriale, c'est-à-dire c'est mon éditeur ici à Lausanne qui croit beaucoup à ces questions que je défends, du queer translation, etc., et qui veut toujours sa version française très vite. Donc, il me presse un peu pour que je le fasse. Et ce n'est pas une mince affaire parce que je suis auto-traducteur de moi-même, donc personne ne paye les traductions que je fais, évidemment. Donc, je me auto-mets dans un état qui n'est pas très juste du point de vue syndical. Je devrais défendre le métier de traducteur que je pratique par ailleurs. Mais bon, alors il me presse un peu, mais il y a eu des moments où j'ai traduit à distance un certain nombre d'années. C'est le cas de mon premier roman qui est Grisou. Déjà, le titre, je ne pouvais pas le garder parce que c'est la référence anti-dragon qui voulait être pompier, que tous les italophones connaissent parce que c'était dans nos dessins animés de l'enfance et qui dit pratiquement rien aux francophones, ou peu parce que ça est passé sur Canal+, et une très courte période. Donc, j'ai dû même changer le titre. Et je l'ai traduit il y a 7 et 8 ans, 7, 8, 9 ans après que je l'avais écrit. Et là, en effet, c'était mon premier roman. Il y avait des parties qui ne me plaisaient plus. Et comme je suis mon propre auto-traducteur, j'ai tous les droits, je suis comme Dieu ou comme un coq en pâte. Là, vous entendez le commentaire de mon chat. Comme je suis seul maître à bord de ma propre auto-traduction, je me suis permis de couper des passages ou de refaire des passages parce que j'avais envie de le faire. C'est un peu. Tu te tais, s'il te plaît? Ouais, bon, ben voilà, il veut participer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Viens ici et connaît tous ces gens. Et donc, en fait, ce n'est pas toujours la même chose, l'auto-traduction. Il y a des auto-traductions qui viennent dans certains moments et d'autres, je ne sais pas, un texte que j'aime beaucoup de poésie qui s'appelle Quasi Amore. Je l'ai écrit et, et je l'ai très vite retravaillé, pas devant la lumière, chérie. Je l'ai retravaillé en vidéo pour un festival à Genève, donc je l'ai très vite traduit en français pour faire les sous-titres de ces films qui par ailleurs étaient en italien. Et donc là, j'ai dû travailler assez un peu dans la vitesse. Je n'avais pas une distance par rapport à ce texte. Mais comme vous voyez, ça dépend des fois, c'est un peu les aléas, les aléas, oui, de la vie éditoriale d'un texte. Son texte n'existe pas, il n'est pas là comme ça, il tombe sur nous et puis on le publie. Des fois, il y a des textes, il y a un texte même qui a mis 10 ans à apparaître, qui est un texte que j'aime énormément, qui s'appelle Klaus Nomi, qui est un texte sur Klaus Nomi, qui est un chanteur New Wave que peut-être quelqu'un se souvient. Et c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite, puis 10 ans après, j'ai décidé d'en faire un livre et un spectacle en même temps. Et donc, on a retravaillé ce texte avec le comédien et le musicien. Et le texte a beaucoup évolué. Il était déjà en français, mais en français très bizarre. Il a évolué vers quelque chose qui était en partage avec aussi le comédien et le musicien. Donc, les cas sont... Étant donné que je travaille dans autant de médias et que j'aime bien être fluide aussi, ne pas me définir metteur en scène, écrivain, poète ou des choses comme ça, mais d'être librement dans la créativité, dans la création, et par ailleurs avoir une vie de journaliste et de traducteur officiel, en quelque sorte, qui me permet aussi de gagner quelque chose, parce que vous comprendrez bien que ce n'est pas avec ces travaux que je peux casser ma croûte. Ça me permet d'être fluide dans tout ça, et ça crée aussi des différences entre une auto-traduction et l'autre. Ce n'est jamais la même chose, en quelque sorte, même si j'ai une stratégie d'auto-traduction. Je peux continuer? Bien sûr. Oui, effectivement, c'est à cette question-là que je voulais en venir. Vous dites effectivement qu'arrivé à un certain moment, il pourrait avoir une forme de trahison, n'est-ce pas, de l'auto-traduction, parce que il y a des langues qui permettent de dire certaines choses. Par contre, dans d'autres langues, il serait véritablement difficile.
quand je fais allusion à l'écriture du corps, par exemple, Oui. chez nous ici, quand on veut parler de l'écriture du corps, on utilise des images, pendant que dans d'autres langues, il serait intéressant de décrire le corps dans tout son aspect. Et c'est ce qui fait véritablement la beauté de l'auto-traduction, parce que l'auteur a la possibilité de choisir les mots quand il veut, comme il le veut. Mais en même temps, on doit prendre conscience de ce que ce ne serait pas forcément, j'allais dire forcément, le même texte qui apparaît dans l'autre langue, dans les deux langues. Ce n'est pas une projection directe de, je me dis, enfin, d'une part, voilà. Oui, je trouve super intéressant ce que vous dites, mais disons que j'essaye de... Alors, pour ce qui me concerne, hein, je ne parle pas pour tout le monde, et tu ne montes pas ton cul, s'il te plaît, chéri chat. Je vous le présente comme ça après. Voilà, bonjour, c'est Coupi, il parle italien par ailleurs. Allez. Voilà. Pour moi, c'est important Oh, toujours... ah, et Clélia aussi, pardon. Ah, mais voilà, Coupi, regarde, il y a une copine là. Non, mais il ne voit pas. Allez, Moi, vas-y, je n'ai maintenant pas tu te mon mets chat là. avec moi. Voilà. Tu veux participer? Oui, tu veux participer. Je suis d'accord. Alors, je trouve ces questions hyper pertinentes et en tant qu'artiste, même si je n'aime pas non plus que tu te mets devant la lumière, j'essaye toujours d'enverser ces questions, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce que je peux en faire. La question se pose. Est-ce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire dans l'autre langue et donc je transforme et que je trahis? Oui, ok, mais pourquoi pas se trahir? Est-ce que c'est si mal que ça, se trahir? J'ai un très grand ami qui est Arnaud Renken, qui écrit un livre qui s'appelle Babel heureuse sur la question de la traduction, c'est chez Sioran, Beckett, etc. Et Arnaud Renken dit, quand on parle de fidélité de la traduction, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une moralité là-dedans, fidèle, infidèle? Est-ce qu'on ne pourrait pas être infidèle des fois? Est-ce que cette infidélité ne pourrait être porteuse de quelque chose? Ce que disent des autres traducteurs comme Beckett, comme Sioran aussi, comme Pinger, des gens comme ça. Donc, moi, j'essaye toujours d'en faire quelque chose, de dire, après, j'ai un rêve, mais ça, malheureusement, ça ne marche pas parce que c'est une question de monde éditorial. J'ai, par exemple, traduit Grisou, qui était mon premier roman, en français 7-8 ans après l'avoir écrit en italien. J'ai changé des choses. Je me suis permis d'avoir un langage différent pour l'un des personnages. Je me suis permis de couper des passages qui ne me plaisaient plus. Donc peut-être là-dedans, il y a des choses que je n'osais pas dire, ou peut-être pas. Ça ouvrait à des nouvelles choses. Et puis après, de ce roman traduit, j'ai fait un spectacle qui s'appelle justement Sans peau. Et là, évidemment, quand on fait un spectacle, on n'a plus le même langage, donc on doit travailler avec un comédien. Par ailleurs, je travaille avec un cinéaste aussi, avec un photographe, Mathieu Garçou, et ce qui a fait que le roman là, a évolué. Il est passé ailleurs, d'une première traduction qui était de l'italien au français, il est passé au théâtre. Et mon rêve, c'est de me remettre à retraduire vers l'italien tout ça pour regarder ce que ça donne. C'est-à-dire là, peut-être, il y a une question un peu coquine, presque, mais de me dire comment laisser ouverte cette circularité, ce cercle herméneutique, si on veut parler en philosophie. Comment faire que, oui, en effet, c'est possible qu'on se trahisse, mais est-ce que c'est pas bon de se trahir et est-ce que c'est pas intéressant de voir ce que ça donne, cette trahison, et d'essayer de revenir sur cette trahison et de continuer à... Mais bien sûr, j'ai envie d'écrire d'autres romans, donc je n'ai pas le temps, et puis les éditeurs ne veulent pas d'un roman retraduit d'une version qui était italienne, qui est devenue française, etc. Donc, je ne le fais pas. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime bien que les choses circulent. Après, dans cette circulation, il y a des perditions. Quand on est traducteur, on sait très bien qu'il y a des perditions. Et on fait quoi avec cette déperdition? On peut l'embrasser en quelque sorte, dire OK, en traduisant le dernier livre que j'ai traduit, Saint-Tropez, il y a des perditions. Et le langage du corps de Saint-Tropez, qui était un auteur homosexuel qui écrivait sur le fascisme, donc dans les années 30, n'est pas le langage du corps d'un Français civilisé, parisien d'aujourd'hui. Donc ce que je vais traduire de lui va être reçu peut-être différemment. Mais au lieu de me bloquer, de me dire « Oh mon Dieu, il y a un problème là », est-ce que je ne peux pas embrasser ça et dire qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelle fluidité je peux trouver là-dedans? Alors, c'est peut-être un peu utopique. Et puis, ça ne tient pas compte, et vous avez absolument raison de le remarquer, du fait que peut-être, et heureusement, des choses m'échappent. Je ne suis pas seul maître à bord, comme je le disais, non seulement parce que je travaille avec d'autres quand je publie mes propres livres,
mais j'ai un subconscient comme tout le monde, mais j'ai aussi des tabous comme tout le monde, j'ai aussi des choses que j'ose pas dire d'une certaine manière. Alors oui, bien sûr, tout ça peut m'échapper, mais je peux aussi me prévaloir d'une envie de remettre toujours les mani in pasta, comme on dit en italien. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre questionnement, mais c'est un questionnement qui est très ouvert et infini, bien sûr. Oui, effectivement, ce que vous dites est véritablement très intéressant. Ce qui est véritablement la préoccupation, c'est quels sont les moyens, n'est-ce pas, que l'auteur mobilise pour pouvoir faire cette auto, ce que j'ai appelé cette trahison. À quel moment il trahit? Pourquoi il trahit? Mais Et pourquoi il qu'est-ce se que c'est dit, trahir? oui, Qu'est-ce que oui, c'est qu'est-ce une que c'est? trahison? Qu'est-ce qu'on Effectivement, trahit? Est-ce qu'on trahit la lettre? Est-ce qu'on trahit le sens? Est-ce qu'on trahit… Voilà. Parce que le peut-être temps, il faut peut-être trahir pour aller au-delà d'une chose qui n'est pas dissible, qui n'est pas transposable dans une autre culture. Des fois, ceux qui font de la traduction, pas que de l'autre traduction, ceux qui font de la traduction savent que parfois il faut trahir la lettre. Parce que sinon, si moi je traduisais l'italien de Petrarca en mettant toujours l'adjectif avant le nom en français, ça ferait un truc complètement illisible et où on me dirait, mais Petrarque écrit d'une façon un peu biscornue. Non, pas du tout, Petrarque n'écrit pas d'une façon biscornue. Donc, je dois le trahir en changeant l'ordre de ces mots pour pouvoir rendre une certaine façon d'avancer de la langue, ce que les Allemands appellent la Sprachbewegung, c'est-à-dire la langue n'est pas juste une chose qu'on est posée là avec des mots qui sont posés, mais quelque chose qui bouge tout le temps. Et entre deux langues, c'est encore plus, et c'est fascinant pour moi. oui, oui, effectivement. C'est en cela que vous avez parlé de la question de Foucault et de Deleuze également, que Oui. je prends véritablement note parce que c'est tout cela, on doit les prendre ensemble, les mobiliser pour véritablement se situer peut-être à la frontière ou au seuil, n'est-ce pas, de Ouais, cette absolument. traduction qui est véritablement très intéressante, surtout quand l'auteur même prend l'initiative de s'auto-traduire. Je pense que ça donne toute la beauté de la lettre ou de l'écriture. Après, on prend l'initiative parce qu'on en a envie, parce que moi, je me souviens d'un livre que je n'ai jamais publié qui s'appelait Sequence, que j'ai entièrement traduit en français parce que je venais de terminer, j'étais très enthousiaste après les enthousiasmes, les bolori si spengono, et j'avais un très grand ami qui aujourd'hui disparu, qui est Philippe Ramy, un très grand écrivain, qui était tellement déçu de ne pas pouvoir lire mon livre en italien de poèmes qu'une nuit, je me suis mis, j'ai tout traduit en français, et après, je n'ai jamais publié ce livre. Mais des fois, ça vient aussi de ça. J'avais envie que mon compagnon de l'époque puisse lire mon roman, mon premier roman, et alors c'était merveilleux de le partager avec lui en français. Donc des fois, les raisons pour lesquelles on s'auto-traduit ne sont pas non plus des raisons idéales, philosophiques, etc. Il y a ça, et c'est très important de l'assumer, parce qu'on est des écrivains, des intellectuels, et c'est important d'assumer ça pour que les choses avancent. Mais après, des fois, c'est plus subtil que ça. Oui, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions du public Ou de Laetitia, ou de Laetitia? qui n'est pas public, je ne sais pas quel est le public. Oui, non, je voulais pas tout de suite prendre la parole, mais oui, merci beaucoup Pierre Lepori, c'était très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la frontière comme cicatrice de l'histoire. C'est une très belle formule en plus. Et c'est vrai que vous en avez parlé en fait par rapport à votre prochain roman, par rapport à la langue d'écriture, si j'ai bien compris, en italien. Voilà. Non, en français. Ah pardon, en français. Mais bon, comme Oui, j'en ai plusieurs, il y a une fluidité là aussi. D'accord. Et du coup, je voulais revenir sur cette question de la langue d'écriture. Est-ce qu'il y a des situations d'écriture ou de création où c'est évident pour vous d'aller vers une langue, que ce soit pour rendre soit un rythme, une texture ou des voix, ou est-ce que c'est au moment de vous mettre au travail que tout ça, ça va se délier, voilà. C'est des questions. Je voulais juste ajouter une chose sur la question de la cicatrice de l'histoire. Cette image me vient du travail que vous connaissez certainement du plasticien Kader Attia,
qui a beaucoup travaillé sur cette question de la cicatrice comme porteuse de créativité et pas du tout comme quelque chose qu'il faudrait cacher, le balafre. En fait, vous avez peut-être vu le travail de Catherine. Après, sur comment je décide d'écrire, de passer d'une langue à l'autre, c'est très variable. C'est très variable. Comme j'écris beaucoup, je travaille dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans le théâtre, c'est évident que je me force à écrire en français pour ne pas devoir me traduire. Et bien sûr, ça m'arrive de partir un peu de l'italien puis passer au français. Comme j'écris tous les jours mon propre journal, je l'écris en italien, parce que c'est quand même la langue de mon enfance. Et en journal, c'est quelque chose qui est proche de son expressivité la plus enfantine, en quelque sorte, hein, même si après, c'est très intellectuel, évidemment, vous l'avez compris. Mais ça m'arrive parfois de passer à l'autre langue parce que c'est nécessaire, parce qu'on est immergé dans les langues. En fait, il y a aussi ce côté de flux, c'est-à-dire on est dans ce flux, ce n'est pas juste une question théorique, le flux linguistique. On est dans des flux langagés, dans des flux linguistiques, dans des flux communicationnels. Et donc, évidemment, il y a des choses qui sortent toutes seules parce que ce flux-là nous porte. Certes, quand on aborde, alors ça, une réponse un peu plus technique, quand on aborde un gros projet d'écriture, en général, on y arrive un peu armé. C'est-à-dire, je ne me lève pas au matin en me disant « Ok, là, je vais écrire le roman sur le tabou familial par rapport à mon grand-père. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça travaille pendant des mois, des années, et il y a un moment où on se dit « Ok, j'y vais. » Et comment je vais m'y mettre? Parce que si je veux tenir sur 200-300 pages, alors je suis assez discret. En général, je fais des romans assez courts, entre 100 et 200 pages maximum. Mais si je dois tenir sur un gros chantier, parce que c'est aussi un chantier, si je dois me lever tous les matins à 4h moins quart, à 3h30, il faut bien que je sache. Ah, il y a quelqu'un qui joue. Il faut bien que je sache comment je m'y prends pour ne pas perdre haleine, pour ne pas me perdre en chemin. Alors, ça arrive hein, qu'on perde un roman en chemin, mais c'est très frustrant, c'est très douloureux aussi, en quelque sorte, parce que voilà, on n'a pas autant de temps que ça à consacrer à l'écriture pure, donc on n'a pas envie d'être bloqué au milieu d'un roman. Donc, en général, on y arrive avec toute une préparation qui fait que, par exemple, pour le roman de mon grand-père, c'était évident que je l'aurais écrit en français et que ça m'aurait coûté un effort sur la langue, qui n'est quand même pas ma langue maternelle, mais aussi un effort sur ma personne. J'ai écrit mon roman sur mon grand-père, j'étais malade comme mon chien pendant des semaines pendant que je l'écrivais. Je dois tenir compte de ça quand on écrit, quand on essaye d'écrire, pas juste pour raconter une petite histoire, mais quand on essaye d'aller au plus près de quelque chose qui nous taraude et qui est très important pour nous et qui dénoue quelque chose qui est justement sur l'une de ces cicatrices. Bah, évidemment, on va faire avec toutes les difficultés qui, humainement, se parent devant nous quand on commence à écrire. Donc, la question de la langue, en général, pour un gros chantier, je la décide un peu avant. Et là, oui, peut-être un peu intellectuellement, je me dis, oui, il faut que je l'écrive en français, ce qui est un double effort, parce que toute l'histoire, par exemple, de mon grand-père se passe en italien. Et donc, comment je traite cette résurgence de l'italien à l'intérieur du français? Est-ce que je vais mettre des parties en italien ou est-ce que je vais traduire en faisant semblant avec une sorte de pacte avec le lecteur que cela n'a pas d'importance et que le lecteur ne se rendra pas compte. Est-ce que je joue avec ça? Est-ce que je triche avec ça? Ça change beaucoup. Des fois, c'est complètement... Je ne sais pas, je parlais de ce texte de théâtre sur Klaus Nomi. C'est sorti tout seul après que j'ai visionné un magnifique documentaire qui s'appelle The Nomi Song, qui est un documentaire sur la vie de Klaus Nomi. Et pendant 3 jours, sans arrêt, j'ai écrit ce texte de théâtre en français. Et pourquoi je l'ai écrit en français? Ça m'échappe un peu quand même. Mais en fait, je ne veux pas non plus, je ne suis pas quelqu'un de très mystique. Je ne veux pas non plus dire que j'ai une colombe francophone qui vole sur ma tête et alors c'est en français que ça sort. Il doit y avoir des explications. Il y a des textes magnifiques, par exemple de Didier Ancieux sur la créativité, sur le rapport angoisse-créativité. Didier Ancieux a tout un texte très beau sur l'écriture, comme Didier Ancieux, c'est le psychanalyste freudien qui a écrit le concept de moi-peau. Il dit les écrivains, c'est des gens qui construisent des peaux, qui sont des peaux extérieures à travers le langage. Et c'est un peu les mêmes mécanismes de l'angoisse qui fait qu'un enfant se referme sur lui-même et crée une peau plus infranchissable à travers le langage pour l'écrivain, etc. Tout ça est très intéressant. Après, je connais tout ça.
j'essaye de m'intéresser, de m'informer, de théoriser parfois. Ça m'arrive d'écrire. À la fin de Sampo, j'ai écrit un texte qui s'appelle Queer in Translation. On me demande des articles, le dernier sur le cas Gorman, ou son traduction littéraire, souvent, son traduction littéraire qui est attachée à l'Université de Lausanne, souvent, avec lequel j'ai un rapport suivi, me demande des textes, mon expérience d'autres traducteurs. Alors, ça m'arrive de faire toute la théorisation, de vous parler de Wilson, etc. Mais quand j'écris, oui, si c'est en gros chantier, je décide un peu par avance, sinon je me laisse un peu porter par le flux, parce que, voilà, parce que j'ai, comme tous les écrivains, peur que ça se bloque, que ça s'arrête, et parce que j'ai ma petite théorie sur l'écriture, plus on arrive à débloquer le flux quand on écrit d'un geste d'écriture, le lecteur aura plus de facilité à être aussi dans le flux. C'est-à-dire un roman qui écrit dans une sorte de liberté expressive, en mouvement, Sprachbewegung, si vous voulez, qui portera aussi le lecteur, même si après, il y a 48 réécritures de ce même texte. C'est une théorie que je vous lance là comme ça, mais qui ne veut rien dire, parce qu'en fait, c'est une théorie que j'utilise moi pour écrire, c'est tout. Il faut toujours penser que, on a beaucoup parlé de théorie, je suis très porté sur la théorie, mais qu'à la fin, l'écriture, c'est une singularité. Même, justement, c'est une question que j'ai posée à Philippe Descola quand je l'ai interviewé la semaine passée. J'ai fait un gros entretien pour la radio, donc c'était un entretien plutôt fouillé sur son dernier livre, sur le visible. Je lui ai quand même posé la question de la singularité, c'est-à-dire, oui, vous établissez toute une série de constructions ontologiques qui font monde et qui font qu'on voit le monde, on perçoit le monde selon toute une construction, un schème qui nous vient de notre culture et qu'on négocie, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la créativité de ces artistes? Et il m'a répondu, ben oui, après, il y a la singularité. Chacun a le droit de se singulariser, et ma façon, qui est personnelle, de me singulariser, c'est la créativité. Mais il y a d'autres façons de se singulariser, qui peuvent être faire un très bon pain, ou porter la chanson populaire roumaine, ou je ne sais pas quoi d'autre. Évidemment, tout ça peut être relu aussi au feu, sur les braises de la singularité de chacun. Je dis bien singularité pour éviter le mot individu, qui est un mot qui vient de la Renaissance et que tous les post-humanistes refusent. Rosy Braidotti est la première. Mais la singularité existe. Et c'est merveilleux qu'il y ait la singularité de mon chat, de vous, de moi. Et dans mon cas, la singularité d'écrivain qui tient beaucoup à sa singularité. Et sans s'y cramponner non plus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Et puis j'aime beaucoup cette idée de flux d'écriture qui porte le lecteur. Je vais le garder, entre autres. Merci. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, vu que voilà, la séance touche à sa fin, je propose de nous arrêter, malgré ça serait quand même passionnant de continuer. Rendez-vous pour la prochaine séance le 17 mars. Notre séance aura le titre Dramaturgie féminine et immigration, une plaie recousue par le corps-texte de la force créatrice féminine, avec Mecca Zupančić et Gabriela Costa Bastida qui vont intervenir, et Clélia Di Pasquale qui modérera la séance. Et voilà, merci tout le monde pour avoir assisté à cette séance, et merci de tout cœur à Pierre Lepori au nom de tout le collectif. Voilà, c'était très enrichissant. On ne peut pas applaudir par Zoom, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute. Et à une prochaine peut-être, par-ci, par-là, Oui. dans des colloques, dans des choses. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. avec plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.